Bienvenue à tout le monde, nous voilà partis pour le Vietnam, épisode 3. Donc, nous sommes en l'an 1997 et je change de partenaire et je pars avec celui que nous surnommons affectueusement Tonton. Départ Paris et puis direction Hanoï via, je ne sais plus, je crois que nous avons pris la Thaï, donc toujours pareil, arrêt sur Bangkok. On part directement après avoir fait une revisite à Oahu. Alors là, personnellement, moi, je suis vraiment déçu parce que l'ayant fait l'année auparavant, pas l'année auparavant, mais 2 ans auparavant, je vois un énorme changement. C'est devenu un parc d'attractions. On nous oblige à acheter des imperméables pour aller sur les canaux. Bon, parce qu'il pleut, mais enfin bon, on a le droit de se mouiller si on a envie. Et je décline l'invitation et je décide de ne pas faire la visite parce que là c'était plutôt la foire, voilà, ça ressemblait plus du tout au voyage. Et le collègue lui s'en va quand même faire le périple. Je m'avise un temple et je marche dans les rizières. Je vois un temple au loin et je vais essayer peut-être si je la retrouve cette photo la mettre en podcast, à mettre en couverture. Et je vais visiter ce temple et puis bon j'attends patiemment là. Je fais le bonze, quoi, en quelque sorte, sous un arbre, je sais pas quoi, là, je sais pas comment il s'appelle cet arbre là où se mettent une espèce, ouais, je crois que c'est un banyan, à côté du temple. Je regarde les gens s'activer paisiblement au travail de rizière. Et puis le collègue revenu, on mange, ça ressemblait plus à la cantine là, parce que là c'était vraiment, bon voilà, c'est la foire touristique. Donc à oublier pour moi. Alors peut-être que maintenant, bon, s'il y a des gens qui ont envie d'y aller, bon, c'est la première fois, me dire pourquoi pas. Mais alors, si déjà à cette époque-là c'était la foire, j'imagine ce que ça doit être maintenant. Donc on s'en va de Hanoï, on retourne sur Hanoï et puis on repart avec une Jeep russe. On s'en va faire le Pays Thaï. Dans l'ordre, on va faire Mai Chau, Son La, Lai Chau, aller à Dien Bien Phu, puis retourner sur la partie nord-est, Sapa, Lao Cai, Bac A et retour sur Hanoï. Donc en partant, première ville, Mai Chau, bon rien d'extraordinaire, Son La, c'est une ville étape, on fait le marché thaï, on commence à voir les ethnies thaï. Du coup, alors beaucoup plus de sourires, moins fermés que le Viet, les femmes très gracieuses, habillées de façon traditionnelle, bon voilà, ça commence à se détendre, voilà. On arrive à Les Chaux, on a un superbe accueil. On va visiter l'après-midi, une fois qu'on a trouvé notre hôtel, on va visiter midi à droite à gauche les environs. Et puis, on se dirige sur Dien Bien Phu. Alors, Dien Bien Phu, ça veut dire chef-lieu d'administration frontalier en langage vietnamien. Parce que c'est situé à la frontière du Laos. Et ça a été rendu célèbre par la grande bataille qui a eu lieu en 1954. Et par la suite, ça a fait l'objet même d'une promotion au sein de l'armée française et puis beaucoup d'écritures sur cette bataille. Comment ça a été possible, comment on est arrivé là. Alors, il faut savoir que avant d'expliquer la bataille, nous avons fait des randonnées aux alentours. Nous avons passé 1 à 2 nuits à l'extérieur, au sein de peuplades, et on a vadrouillé sur les sommets et puis dans les vallées. On est allé à la pêche avec les ethnies de nuit pour pêcher au filet, des écrevisses, des trucs comme ça. Et puis après, retour dans leurs maisons traditionnelles qui sont faites de bambou et plus souvent sur pilotis. Il faut savoir aussi, donc, au milieu de ces ethnies, que le Vietnam en recense 54. Alors, parmi les plus célèbres, on peut citer les Thaïs blancs, les Thaïs noirs, qui sont la majorité, et puis ensuite les Hmong fleuris, les Zhao. Zhao a la particularité de se servir de leurs cheveux, les femmes, et de faire un chapeau avec leur coiffure. Voilà, donc ça ressemble à un chapeau. Ou alors après c'est plus de façon libre et naturelle. Les Nung qu'on avait déjà croisés aux alentours de Cao Bang, les Radés. Alors bon, les Radés ou Rades, la coutume disait que quand ils trouvaient rien à manger, mangeaient la terre. Bon, alors, n'étant pas crédule de nature, je me suis mis en quête de vérifier ces dires, et en fait non, parce que quand on mange la terre, on peut attraper beaucoup de maladies.
ils mangent de l'argile. Et l'argile, c'est quelque chose de très bon et ça fait partie de la médecine traditionnelle depuis des lustres et des siècles. Et on le retrouve aussi dans nos pharmacies avec un médicament qui s'appelle le Smecta. Donc c'est bon pour les brûlures d'estomac et divers troubles digestifs qui pourraient subvenir suite à l'ingestion d'aliments qui sont faisandés ou pas très sains. Ensuite, lorsque nous avons fait ces ethnies, nous avons rencontré plusieurs tout du long. On peut parler des Hmong qui sont ils les appellent Méo aussi péjorativement en Thaïlande, mais le Hmong c'est l'ethnie qui vit le plus haut. On les appelle les coureurs de cimes. Ils sont pas trop appréciés des autres populations. Les autres populations sont plutôt travailleuses et eux, ils sont plutôt en train d'essayer de voler à droite et à gauche, de chaparder, on va dire. Voilà. C'est pas du gros vol, mais enfin bon. Si par exemple quelqu'un oublie un morceau de bois qu'il a débité, ils vont aller le prendre. Voilà. C'est leur mode opératoire. Et puis ils sont très rudes. On sent qu'ils sont habitués au mal et à la douleur. Voilà pour les ethnies. On peut pas toutes les faire comme il y en a 54. Il faudrait faire une émission spéciale là-dessus, voir comment ils vivent, comment est leur spiritualité, etc., etc. Mais c'est quand même des gens très sympathiques. Lorsqu'on avait quitté Dien Bien Phu, on avait rencontré des petits enfants accompagnés d'adultes. Et ils avaient donc des bouilles et des frimousses adorables. Et ils étaient couverts avec un calot. Et ce calot avait des petites chaînettes tressées en coton ou en tissu. Et ça faisait un cercle qui maintenait une pièce ou plusieurs pièces d'argent. C'était des thalers qui venaient d'Autriche. Et c'est une monnaie qu'ils se servent et qu'ils se servaient depuis peut-être 100 ou 150 ans. Et l'armée française, à l'époque, les payait ou échangeait avec ce type de monnaie. Alors, ils les mettent autour de la tête des enfants pour leur attirer la richesse dans un temps futur. Voilà. Et puis après, bon, on avait croisé aussi les monts fleuris. Alors ça, c'est spectaculaire. J'en reparlerai quand on sera sur Bac A. Alors, pour Dien Bien Phu, la bataille a eu lieu entre le 13 mars et le 7 mai 1954. Auparavant, c'était une ancienne piste d'aéroport construite par les Japonais. Et l'état-major s'était mis dans la tête, suite au succès de Nassang, qui avait consisté à faire un camp retranché. Ils appelaient ça un hérisson. Mettre un camp retranché en pleine zone ennemie, de façon à agglutiner les guérilleros qui étaient insaisissables dans la jungle, de façon à les concentrer, qu'ils soient appâtés par cette fortification, qu'ils essayent de la détruire. Et puis là, avec un pont aérien conséquent, des munitions conséquentes, et puis de l'artillerie, enfin bon voilà, avec du lourd, parce que les postes français, il y en avait énormément, qui couvraient tout le territoire, mais ils étaient petits ces postes, il y avait 25 partisans, un sergent ou un adjudant français, et puis bon, ils se faisaient massacrer, parce que soit ils se faisaient massacrer par les supplétifs locaux qui viraient kazakh, soit ils se faisaient empoisonner, soit il y avait toujours un ou deux qui ouvraient la porte du poste durant la nuit pendant une attaque, enfin pas toujours, ou alors des fois les gens se défendaient courageusement, mais avec la masse et des attaques sans arrêt. S'ils arrivaient à tenir une nuit, ils avaient le soutien de l'aviation le lendemain, donc ça pouvait inverser la tendance. Mais enfin, ils avaient chaud, quoi. Après, les autres les chefs de poste aimaient ce type de vie parce que quand ça se passait bien, ils avaient un sentiment de liberté. C'était eux les chefs. Il y avait personne qui les commandait. Ils vivaient localement. Il faut savoir que quand même la France dans les années 50 était quand même en majorité rurale. Donc les types, tout le monde savait tuer un poulet, tuer un lapin. Maintenant, vous dites ça à quelqu'un, vous lui mettez un sac à dos, vous le larguez dans une forêt française. Hein. Puis comme repas, vous dites voilà, on te donne un briquet, une ficelle, un couteau et un lapin vivant. On va voir ce que ça donne. Hein, le résultat, on va voir si la personne arrive ne serait-ce qu'à faire du feu. Donc après, j'entends les gens se plaindre de la situation, etc. Mais il faudrait qu'ils se remettent à faire des choses basiques pour pouvoir réavancer, quoi. C'est bien gentil, le clavier, tout ça, il le faut, on a tous besoin, on y a pris goût, mais il faut aussi de temps en temps revenir à la source et aux bases. Comme je dis toujours, je vais faire une vidéo et peut-être même des podcasts spécifiques, voire des écrits
spécifiques sur la façon de manager, diriger et enseigner. Voilà, il faut revenir aux fondamentaux. Pour passer et continuer poursuivre sur la bataille de Dien Bien Phu, l'état-major donc décide cette zone et dit bon voilà, on va faire un camp là beaucoup plus grand qu'à Nassau. Alors imaginons, c'est comme expliquaient les gens à l'époque, c'est un stade. Voilà. Mais le stade, il n'a pas 400 mètres de circonférence, il a plusieurs kilomètres de diamètre. Et tout autour, il est ceint de montagnes à plus de 2000 mètres. Et c'est là le problème. Donc, il est pris, parce que c'est une zone quand même un peu viette, un peu beaucoup, il est pris par un capitaine fameux qui s'appelait Bijard, Marcel Bijard, qui est devenu général par la suite, et Bréchignac, c'était son alter ego, et donc le Viet est surpris de ce largage, parce que là, chez les parents, on va dire que c'était la crème de la crème, quoi, ces deux bataillons. Donc, ni dit deux, le futur camp est pris et opérationnel. Donc après, l'état-major achemine des régiments du génie qui vont creuser les tranchées, qui vont faire le poste de commandement en béton, des sacs de béton, voilà, la forme plutôt des sacs, des moules, des blocs de béton avec la moule, avait pour moule un sac, et donc ça avait gardé ces formes-là. Et dessous, ils avaient mis pour le tenir des ridelles, des choses que l'on met, des plaques que l'on met sous les roues des voitures pour les empêcher de patiner dans la boue ou dans le sable, de s'enliser, etc. Et le reste, pour le troufion de base, ça a été de la terre avec des madriers en bois. Et là commence le malheur de Dien Bien Phu, quoi. Parce que ça n'a pas résisté aux bombardements et aux obus qu'ont balancé les Viets. Ils ont fait des tranchées, ils avaient acheminé, démonté des bulldozers, ils avaient acheminé en pièces détachées, remonté, acheminé par avion, ils avaient largué des jeeps, il y avait des chars, etc., etc. Donc ils avaient équipé le camp. Il avait aussi soutenu par divers points d'appui qui étaient des collines réparties, qui étaient sur cette espèce d'immenses champs, d'immenses stades. Il y avait des monticules, donc des petites collines. Elles avaient tout un prénom féminin. Alors, les légionnaires leur avaient donné des prénoms féminins, Isabelle, Anne-Marie, Béatrice. Et puis donc Huguette, voilà. Alors il y avait Huguette 1, Huguette 2, bon. Et ces points d'appui, quand il y en avait un qui était attaqué, les autres tiraient dessus au mortier. Donc ils mettaient des balises avec petits drapeaux. Ils réglaient le tir de façon à ce que le tir n'arrive pas sur le sommet là où il y avait les collègues, mais en dessous. Et puis donc en fait tout était appuyé l'un l'autre avec des obus de mortier. Et quand ça a été fini, il y a un ministre qui est venu qui s'appelait Pleven et il a dit mais c'était pas militaire, mais il a dit mais si les types en haut là ils montent dans les montagnes et qui mettent ou qui dissimulent des canons de l'autre côté de la pente, parce qu'on lui dit non mais s'ils mettent les canons sur les flancs, on va les détruire. Oui, mais est-ce qu'ils pourraient les mettre en contrepente, c'est-à-dire de l'autre côté, tirer en cloche? Ah non. Et puis il y a un colonel qui s'appelle Pirotte, il n'était pas colonel, il était commandant, capitaine. Il dit non, moi je me fais fort avec mon artillerie, c'était lui le responsable de l'artillerie, que dès que le Viet aura tiré son premier coup de canon, de les repérer et de les détruire. Bon, très bien. Donc, le Viet a patiemment attendu, parce qu'il avait peur quand même, il a patiemment attendu la saison des pluies, de façon à ce que le pont aérien prévu par les autorités françaises soit perturbé par la météo. Faut savoir que c'était assez loin d'Hanoï et que les avions n'avaient pas beaucoup de kérosène pour repartir, donc ils pouvaient rester sur place que quelques minutes et ils devaient repartir sur Hanoï. Voilà. Donc c'était très compliqué et le Viet a attendu patiemment et a creusé beaucoup de tranchées. Ça va avoir son importance lors du moment de l'attaque. Et là, quand ils ont attaqué, le point d'appui tenu par la Légion, je ne sais pas si c'est Béatrice, je ne me rappelle plus le prénom de ce point d'appui, a sauté de suite, immédiatement, parce qu'ils avaient creusé un tunnel dessous, et puis il avait chargé de mines et d'explosifs, et donc en 24 heures, l'unité de la Légion qui était sur ce piton a disparu. Et là, ça a jeté un froid, quoi, parce que le légionnaire, en général, quand on attaque une position de la Légion, on a des pertes. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que le déluge d'artillerie viette, Pirotte se rend compte
qui n'arrive pas à le cibler, qui ne sait pas d'où ça part. C'était très compliqué, on l'a su après la bataille, en fait, il les avait pas mis en contrepente, il les a mis dans une fractuosité de rochers qui, dissimulés par la jungle, ce relief avait beaucoup de grottes, donc il les avait enchâssés dans les grottes, donc c'était inatteignable, à part de trouver un coup au but, mais comme on n'arrivait pas trop à savoir avec le feuillage d'où ça partait, donc, ce commandant se suicide. Il avait un seul bras, il avait perdu un bras lors d'une autre bataille, et il ouvre une grenade, il se la met contre le corps, il se fait exploser. Donc, les 2 premiers jours, ça part très mal. Par la suite, ça va de mal en pis. Et chaque jour qui passe voit des pertes, et puis de moins en moins de ravitaillement. Puis finalement, le ravitaillement se fait que par parachutage. Alors au départ, les évacuations se faisaient normalement sur Hanoï, et puis après l'évacuation se faisait de plus en plus de façon rock'n'roll, et puis ne s'est plus fait du tout, parce que l'avion a été mitraillé par le Viet, bien qu'il ait une croix rouge, et le personnel a dû rester sur place à Dien Bien Phu. Et là commence une des légendes de Dien Bien Phu, celle de Geneviève de Galard, qui est une grande dame toujours vivante. Elle a 98 ans aujourd'hui, donc elle se porte volontaire à l'infirmerie. Ça se fait non sans mal parce que bon, c'est un milieu de mecs et puis ils veulent pas, mais bon, elle s'aménage un petit truc dans l'infirmerie où commence à manquer beaucoup de médicaments, où le chirurgien, un docteur est obligé d'opérer sans anesthésie, etc., etc. Bon, il faut tout comprendre, il faut tout voir là. Il y a les eaux usées, le fait d'aller aux toilettes, de faire ses besoins, tout ça c'est compliqué. La douche, ça existe pour se laver. Alors, il y a une rivière qui s'appelle la Nam Ou. On avait projeté aussi de descendre au Laos en radeau de bambou. Bon, ça s'est pas fait cette histoire. Et bon, voilà. Donc les conditions sont exécrables, quoi. Puis le bombardement. Et puis les gens qui arrivent, ils sont dans des états, voilà, c'est des blessures de guerre. Hein, c'est pas bien que c'est vrai que les accidents de la route sont très graves, mais bon, là, c'est à la chaîne. Voilà, donc on ampute, le médecin juge d'un regard celui qui va survivre ou pas survivre, enfin voilà, c'est que des choses comme ça, et puis les gens qui souffrent, qui râlent. Bon, et puis il y a ceux qui sont à moitié éclopés, qui normalement devraient rester 15 jours, mais ils vont quand même, ils revont au combat. Et cette infirmière, cette femme, dans une grande pudeur, candeur, avec beaucoup de patience, beaucoup d'affection, tient la main, soulage par son affection, par sa gratitude envers tous ces gens qui vont passer de vie à trépas. Et il faut noter une autre histoire. Alors celle-là, on n'aime pas trop la raconter, on aime bien la contredire parce que bon, ben, elles n'ont pas eu de médaille, ces filles. Il y avait un bordel militaire, comme souvent dans ces opérations. Et dedans, il y avait des filles qui étaient, il y avait quelques Vietnamiennes, quelques Laotiennes, enfin des Thaïs, et puis il y avait aussi quelques Algériennes. Et elles se sont toutes portées volontaires pour faire infirmières, enfin disons aides-soignantes. Voilà. Et elles ont fait ça. Elles se sont dévouées, elles ont changé, elles sont passées. On dit les gens qui veut faire l'ange fait la bête. Ben là en fait le démon a fait l'ange quoi. Voilà. Comme quoi dans l'horreur il peut y avoir ben, des étoiles qui naissent. Et elles ont eu une fin tragique parce que le Viet Minh ne les a pas reconnues en tant que telles. Et lorsqu'il a pris possession du camp, eh bien, elles ont disparu, elles ont été tuées. Donc, ce ne sont que des témoignages oraux. Cela m'a été rapporté par des gens qui ont réussi à s'enfuir, des soldats français qui ont réussi à s'enfuir de Dien Bien Phu, amenés par un Thaï qui connaissait la région. Alors, il faut savoir que les partisans Thaï, tout le monde s'était replié de l'Échaud, de toute cette région Thaï qui était pro-française, qui faisait partie de la guérilla. Dans un premier temps, la région de Thaï, juste après la Seconde Guerre mondiale, avait été libérée par Bijard. Il avait repris tout le pays Thaï et en appliquant les mêmes techniques que faisaient les Viets, c'est-à-dire en faisant de la contre-guérilla, en allant sur le terrain, en s'enfonçant dans la forêt et en battant le Viet à son propre jeu, quoi. Voilà. Et donc tous ces partisans-là s'étaient rabattus sur Dien Bien Phu. Et alors l'état-major ne sait plus quoi faire parce que bon, ça sent mauvais et donc il a largué Bijard.
Il a largué Bijard avec son bataillon qui devait arrêter, qui devait rentrer en France. Lui il devait continuer. Il a dit au mec, il a dit bon ben allez-y, non non non, on veut rester avec vous, on rempile. Et donc ils ont tous sauté sur Dien Bien Phu. Quand il est arrivé, il s'est pris la tête avec le commandant du camp, qui n'était pas commandant mais qui était colonel, qui s'appelait Langlais et qui a été nommé qui a été nommé général dans le camp. Donc ils se sont affrontés verbalement parce que Bijard voulait mener les contre-attaques et c'est ce qu'il a fait avec succès. Il a récupéré un piton, il a reperdu, récupéré, mais au prix de pertes énormes. Voilà. Donc je crois que la moitié de la section y est passée, la section d'assaut. Voilà. Mais enfin bon, il a tenté de faire des coups d'éclat pour essayer de réveiller le truc. Et ils attendaient aussi des renforts. Il y avait une colonne qui s'était mise en branle. Alors elle avait tardé parce que l'état-major disait que non, ce serait pas la peine. Et puis bon, quand elle a donné le feu vert, c'était un peu tard. Une colonne avait des partisans, il y avait un très très grand nombre de personnes qui arrivaient du Laos à marche forcée, mais ils n'ont pas eu le temps. En fait, il n'a fallu que de quelques jours. Et puis aussi, ils espéraient l'aide américaine. Parce que les Américains fournissaient, alors les Américains jouent en double jeu, c'est-à-dire qu'au début ils ont aidé la rébellion et puis après bon, eh ben, ils aident dans les deux sens, comme presque partout. C'est leur technique. Il faut savoir qu'ils avaient fait la même chose au Laos. Pendant leur guerre à eux, ils étaient allés voir Sihanouk, le roi du Laos, du Cambodge. Ils avaient dit, voilà, est-ce qu'on pourrait passer par chez vous pour prendre le Viet à revers? Il a dit, non, attendez, chez moi c'est calme, il n'y a rien qui se passe, je veux pas de votre armée chez moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont allés voir des groupuscules dans la jungle qu'on a nommés Khmer Rouge. Et ils les ont armés. Et puis bon, une fois qu'ils ont pris le maquis et qu'ils se sont étoffés, puis ils ont attaqué, ils ont commencé à faire des coups de main. Et là, les Américains ont dit au roi, mais vous voyez, hein, vous avez le même problème là. Donc il faut qu'on rentre pour dégager ça. Voilà. Et ils sont rentrés. Voilà comment ils sont rentrés au Cambodge. Donc les Américains, on leur demande, nous, on a est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser vos B-52 pour faire un bombardement de haute altitude à l'abri des batteries contre-aériennes du Viet et faire des largages de haute altitude, de tapis de bombes. Alors, ils se tâtent, ils disent oui, ils disent non, ben, finalement ils donnent le feu vert, mais à condition que les équipages alors, soient franco-américains et que, alors, sur les avions, on va enlever le drapeau étoilé et on va mettre la cocarde française. Donc c'est comme ça que c'était prévu. Et puis au dernier moment, il y a un contre-ordre et c'est annulé. Voilà. Alors que le Viet Minh, lui, reçoit l'aide de la Chine. Alors, ils ont pris les hauteurs pour pouvoir bombarder. Durant des semaines, ils ont acheminé le matériel et des milliers d'obus à vélo. Ils avaient tout démonté et remonté tout, alors pas les obus, mais les canons, tout ça, etc., les mitrailleuses, et donc des milliers de vélos ont fait et ont équipé, on va dire, euh, l'encerclement du camp retranché. Donc par la suite, le 7 mai, Hanoï demande à la garnison d'arrêter les frais et ils se rendent. Voilà. Donc ils sont faits prisonniers et là commence un exode parce qu'ils les ont tous amenés loin dans des camps. Tous les prisonniers, donc beaucoup sont morts de maladies, de souffrances, puis de malnutrition. Bijard avait dit en tête-à-tête, un général, alors je sais pas si c'était Giap qui était encore vivant à cette époque, là, quand il est allé en 94, il avait dit, vous aurez donné une banane par jour à chacun, vous les sauviez. Oui, mais on n'avait rien, tout ça, bon. Et donc la moitié ont péri, peut-être. Les autres sont revenus, mais marqués à jamais. Parce que en plus des bombardements, ben, quand ils étaient dans les camps, ils ont dû subir l'endoctrinement et c'était bon. Ils ont été séparés des gradés, donc officiers, sous-officiers d'un côté, hommes du rang de l'autre. Et par la suite, voilà, ils sont KNKA. Les survivants ont pu être rapatriés, mais ils sont restés à jamais marqués par ces épreuves. Voilà ce qu'on peut dire sur Dien Bien Phu. Nous, on repart, une fois la visite faite, nous sommes repartis sur Sapa. Sapa qui est, ça ressemble à une espèce de petit bâtiment, là, on aurait pu dire un truc un peu select, là, un peu belle époque, qui était, ça faisait penser à quelque chose comme pour les cures thermales. Peut-être qu'il y en avait d'ailleurs. On a passé quelque temps avec les chercheurs d'or qui cherchaient de l'or au milieu des rivières avec des radeaux équipés de petits trucs manuels. Hein. C'était des espèces de roues à aubes là,
et puis tamiser l'eau. On voit que c'est vrai que le courant de l'eau est déjà, on sent qu'il y a des petites particules. D'ailleurs, même le Mékong par lui-même, quand on est au Laos, on voit bien qu'il scintille, quoi. Donc il y a beaucoup de particules d'or. Ensuite, on monte sur la Hawkeye. La Hawkeye, on regarde, alors c'est la frontière chinoise. À l'époque, la Chine, comme je dis dans le premier épisode, la Chine, c'est un quart du PIB français. Donc bon, ça batchiche dur là pour passer de l'autre côté en Chine. Les gens donnent un petit billet, puis bon, les gardes ferment les yeux, donc on peut aller. Bon, mais à l'époque, en 1994, il y avait peu de monde qui allait en Chine. Et puis on s'en va sur Bac A. Et Bac A, on y reste une nuit. Et là, il y avait le marché le lendemain, le marché de toutes les ethnies qui vivaient aux environnements de ce village et de ce bourg et qui venaient porter leur production agricole. On a une explosion de couleurs de la part des femmes qui sont vêtues. D'ailleurs, ça s'appelle les Montfleury et c'est assez fabuleux. C'était vraiment à voir. Voilà pour comment ça s'appelle, les, les vicissitudes, enfin, ce trajet. Puis, retour sur Hanoï par la route classique et nous sommes allés sur Cao Bang. Donc, pour moi, c'était un énième passage Cao Bang. Donc, on arrive, alors là, pareil. Alors là, il n'y a rien qui change. Toujours la nuit, toujours pas d'électricité, toujours cet aspect de ville bombardée. Le collègue est malade, je vais manger tout seul. Alors c'est des étals en plein jour, en pleine nuit, avec bon voilà, c'est des bras zéro, c'est assez sinistre et lugubre. Et l'affaire se goupille mal parce que il y a un gradé de l'armée qui mange à côté de moi, et il me prend. Alors comme je baragouine le Vietnamien, il me prend pour un espion. Bon voilà, et donc ça peut très mal se terminer. Je sens que le commerçant a peur. Voilà, bon finalement ça s'est bien passé. J'ai prouvé ma bonne foi, etc., etc. Lui demandant mais qu'est-ce que tu veux qu'on vienne espionner dans un truc comme ça? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait à voir là? Il y avait une base stratégique, tout ça, etc. Mais fait bon voilà, que tu avais des armes qui sortent de l'ordinaire. Je sais pas, tu pourrais être suspicieux, mais là il y a rien. Voilà, il y a plus que rien. Et on a le lendemain, on s'en va sur Babé, sur le lac Babé. Je montre aux collègues parce que j'avais dit que c'était sympa comme lieu. Donc on a pris le bateau, mais on est allé faire des parties du lac qu'on n'avait pas fait la première fois. Moi personnellement, je suis très déçu parce que je passe dans le village où c'était déjà rendu. Puis là, bon, on voit que les gens tournent le dos. N'en ont rien à faire de nous, beaucoup de sachets plastiques partout. Et on voit que des rafales de touristes arrivent, des groupes et des groupes. Enfin, on les a pas vus nous, mais on a senti que ça se passait comme ça. Donc bon voilà, c'est terminé pour voilà croire et c'est pas la peine d'y retourner. Donc une fois la visite faite, on se projette dans la Jeep, on s'en va, KNKA, quelques photos, retour sur Hanoï. Retour sur Hanoï, et puis là, location de vélo, excursion dans la ville, chose que j'avais déjà faite avec un autre collègue. On prend des photos, la vieille cathédrale qui est assez sympa. Donc tout ça c'est encore bien, mais je prends la décision de ne plus retourner au Vietnam parce que il y a des cascades américaines partout et que bon voilà, le charme a commencé à se tarir, ça commence à y avoir des klaxons dans la ville. Bon, donc c'est fini pour ce qui était du charme qui avait opéré sur moi, et je préfère garder les bons souvenirs que bon, j'encourage toujours les gens à y aller maintenant parce que bon, de toute façon ils n'ont pas connu avant, donc ils pourront pas faire le distinguo, donc ça va leur plaire, mais bon pour moi non. Euh, voilà, bon, c'est pour ça qu'on faisait à cette époque les pays qui s'ouvraient et qui soient avant qu'il devienne très touristique, parce que bon, le tourisme, ça change tout quand même, ça change le rapport des gens. C'est vrai que plus vous allez aller loin dans des contrées plus ou moins inaccessibles, donc là, vous aurez encore des choses authentiques. Mais quand vous vous retrouvez dans des parcs d'attractions, c'est plus la peine. Voilà, et ça c'est ma conception. Je dis toujours, il y a trois sortes de façons d'aller voir un pays. Il y a l'aventure, le voyage et le tourisme. Voilà. Donc, on essaie de faire du voyage et de l'aventure. Le tourisme, il y a assez de gens qui le font et c'est très bien. Voilà, mais bon, chacun son truc.
Bon, sur ce, le prochain podcast ou le prochain audio sera sur le Sahara. On va partir en Afrique. Oui, j'oubliais. Post-scriptum. On me demandait ce que j'avais pris comme prophylaxie pour le paludisme. J'avais rien pris puisque c'était la période plutôt froide, l'entrée de l'hiver, et puis nous sommes dans le nord. Si vous allez dans le sud, ben, quand je m'y suis retrouvé aussi, j'avais rien pris, puisqu'on n'était pas loin de Saigon et que la personne qui s'occupait de ça m'avait dit, ouais, bon, ben, écoutez, vous n'êtes pas très loin d'un centre hospitalier, bon, on va tenter le coup. Sinon, en règle générale, je l'avais fait aussi ça pour le Laos, on peut prendre de temps en temps, les spécialistes peuvent vous prescrire un antibiotique, la famille des cyclines. Sinon, il y a aussi à mettre dans la pharmacie du Coartem. Ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Pas vraiment. Ça a une vingtaine d'années, mais ça se base sur une plante chinoise qui s'appelle l'artémésia. Et à l'époque, il n'y avait pas, quand ce médicament est sorti, il n'y avait pas de résistance. Bon, maintenant, il y en a. Alors, il est plutôt curatif, ce médicament, mais au cas où vous faites une crise et que vous êtes loin de tout, et encore faut-il savoir et diagnostiquer que c'est le palu. Moi, j'ai eu un petit souvenir avec des amibes au retour, et ça s'est déclenché une semaine, 10 jours après, hein, donc on ne savait pas trop ce qui nous arrive. Euh, voilà, et après, bon, il a fallu un traitement de cheval, mais tout est rentré dans l'ordre. Voilà, pour le palu, donc pas d'inquiétude sur les périodes que je disais dans les précédents audios où j'expliquais que les meilleures périodes étaient, on va dire, l'entrée de l'hiver jusqu'au printemps. Donc là, pas de risque de palu. Bon, à part de vraiment peut-être. Non, il fait froid. Il fait froid et voilà, c'est zone chaude, oui. Si vous allez dormir en brousse et que vous restez longtemps dans le sud du pays, là, ça pourrait s'imposer, quoi. Mais sinon, si vous prenez le médicament qu'on n'a pas le droit de dire le nom, et si vous prenez ce que je vous ai dit, l'antibiotique, évitez de boire du lait le matin avec ça, parce que bien souvent, ça tourne en diarrhée, et vous allez penser que c'est la nourriture qui était malsaine, et vous allez partir dans un traitement antidiarrhéique, et ça va être un peu la catastrophe. Surtout qu'il y a beaucoup de ces médicaments qui ne vont pas du tout ensemble, hein. Voilà, donc évitez le lait quand vous prenez un antipaludéen. Petit secret de voyageur qui n'est pas forcément marqué sur la boîte en contre-indication. Si vous prenez du lait le matin, eh ben vous prenez votre médicament très éloigné. Vous allez le prendre plutôt en soirée. Voilà. Sur ce, merci et puis à bientôt.